Bonjour, ici Yannick Vézina et bienvenue au café du vendredi 1er mars. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle d'une initiative pas mal inspirante à laquelle vous pouvez facilement contribuer. Vous allez voir, grâce à un partenariat avec Veritree, un arbre va être planté au Canada pour chaque commande en ligne faite sur le site de NAC. Ça veut dire qu'en commandant les meilleurs produits de nutrition sur le marché, tu participes à la restauration des forêts canadiennes. Planter un arbre n'aura jamais été aussi facile. La province ciblée dans l'initiative, c'est la Colombie-Britannique suite aux feux de forêt qui ont rasé plus de 1,3 milliard d'hectares. Vous savez, on pratique un sport qui est intimement lié à la préservation de nos forêts, puis si on veut pouvoir le pratiquer longtemps, il faut prendre soin de notre terrain de jeu. Pour contribuer à la plantation d'arbres, va sur le nac.com, remplis ton panier avec des produits et pour avoir 15% de rabais, utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Merci NAC pour la belle initiative, merci à vous qui allez aller acheter des produits pour planter des arbres et tout le monde, je vous souhaite un bon épisode. On n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce 186e épisode de Pas sorti du bois. Écoutez, je vous lâche pas depuis quelques semaines, on a eu un sur la route avec Marianne, on a eu un en route vers Hard Rock avec Richard, là, un café du vendredi. Je vous le promets, je vous reviens dans 2 semaines avec un épisode plus régulier, mais là, plein d'épisodes spéciaux, on s'amuse avec ça. J'espère que vous avez autant de fun que moi j'en ai avec ces épisodes spéciaux-là. Donc, café du vendredi, il y a une grosse annonce qui s'est faite en début de semaine, puis je me suis dit, c'est l'occasion de faire un café du vendredi. On va revenir à ça un peu plus tard dans l'épisode avec un invité. Mais là, première chose, je voulais revenir à quelque chose qui a été mentionné en toute fin d'épisode avec Richard. Puis peut-être que vous l'avez pas entendu, peut-être que vous écoutez le café du vendredi en premier, mais je suis vraiment, vraiment excité de cette nouvelle-là. Puis je me suis dit, je vais en reparler, ça me dérange même pas. Ça va prendre 1 minute de votre temps, mais j'ai la chance d'aller à la Hard Rock cette année. Non pas comme coureur, parce que c'est extrêmement difficile à entrer, mais je serai à Silverton, au Colorado, pendant la Hard Rock pour couvrir l'événement avec une série qui va s'appeler Sur les sentiers de la Hard Rock. Ça va être toute la semaine avant la course et bien sûr, pendant la course, je vais créer du contenu sur les médias sociaux, mais surtout, je vais vous faire un épisode tous les jours. Je vais aller à la rencontre des Québécois, des Français, des francophones qui participent à la course. Je vais probablement me ramasser à jaser en anglais avec des coureurs internationaux, des coureurs américains qui sont là, mais le but, c'est de faire un morning show dans la semaine avant avec des invités. Puis après ça, de vous plonger à l'intérieur de la course. Donc, ça va vraiment, vraiment être trippant. J'ai vraiment hâte. On part avec ma blonde, ma mère, le petit, dans un VR. On s'en va dans les Rocheuses du Colorado. On va aller tripper là-bas. On va aller suivre la course. Silverton, c'est un tout petit village. Je pense que c'est 400 habitants. Il y a vraiment une vibe très spéciale là-bas. C'est roots. Vous le savez à quel point j'aime ce mot-là. Vous savez à quel point j'aime les courses comme ça. Puis là, c'est la Hard Rock. C'est une des courses les plus compétitives au monde. C'est une des courses les plus dures au monde. Donc, d'aller de l'intérieur, vous la faire vivre. La vivre aussi pour moi en tant que fan de sport. Je pense que ça va être bien trippant. Puis, j'ai la chance d'y aller parce que j'ai des partenaires qui ont embarqué dans ce projet de fou-là. Donc, NAC qui va être le partenaire principal de la série. Il y a aussi Stéphanie Simpson, courtier hypothécaire. Donc, l'équipe Simpson qui est le partenaire voyage. Il y a Noctem qui est le partenaire brassicole. Puis, il y a un autre partenaire que je vais vous annoncer un peu plus tard. Donc, voilà. Ceux qui ont écouté le spécial Noël, le party de Noël virtuel que j'avais fait avec Nicolas Dan en décembre dernier, j'avais annoncé là-dedans un peu quelques courses que je faisais l'an prochain, dont le QMT 100 000. Là, cette année, ça donne jamais comme ça, mais là, cette année, c'est à 1 semaine d'intervalle avec la Hard Rock. L'opportunité s'est présentée de la Hard Rock. C'est un projet sur lequel je travaille depuis très, très, très longtemps. Et là, je me suis dit, là, je fais mes calculs, je prends l'avion le dimanche soir. Le QMT 100 000 commence le vendredi après-midi, vendredi, début de soirée. Moi, quand je m'inscris sur une course, quand je m'inscris sur un 100 000 encore plus, c'est pour le terminer no matter what. Pas s'il y a une blessure, mais no matter what, si la course va mal, ça prendra le temps que ça prendra. Je faisais mes calculs, je me disais, si ma course se passe comme je veux, une trentaine d'heures, 29, 30, 31, c'est jouable. Mettons que la course se passe pas comme je veux, je vais vouloir la finir, puis il n'est pas question que j'arrête ma course juste parce que
Ça va prendre un peu plus de temps que prévu, sauf que moi, je prends l'avion pour le Colorado le dimanche soir. Je pense que le cut-off de la course, c'est le dimanche midi. 2 nuits blanches, un 100 000 dans les jambes, c'était un peu un plan de fou. Donc, j'ai révisé un peu mes plans. Je serai au QMT sur une longue distance, mais le 100 000, ça sera pour une autre fois, vous comprendrez. Des fois, il faut faire des choix comme ça. Donc, ça a été le choix difficile que j'ai eu à prendre, mais je serai au QMT cette année. Juste pas pour le 100 000, ça sera pour plus tard. Donc voilà, c'était mes petites nouvelles comme ça de début d'épisode. Je ne pouvais pas faire un café du vendredi cette semaine sans vous parler des courses cryo qui ont eu lieu la semaine passée au Lac-Saint-Jean. Vous le savez, c'est une course hivernale qui a lieu depuis 2019. Cette année, le grand froid a créé une surface qui était vraiment dure et qui a permis à tous les records de parcours de tomber. Le lac est imprévisible. Parfois, c'est l'apocalypse comme en 2022. D'autres fois, les ingrédients de Dame Nature font que la surface permet un rythme de course un peu plus rapide. C'est ça la beauté de cet événement-là. C'est imprévisible d'une année à l'autre. Donc, je vais vous parler un peu des résultats. Cette année, il y avait une nouveauté. La traversée de 37 km qui se fait de soir, comme tout l'événement qui se passe de soir, il y avait une version ensoleillée, donc une version 2 jours. Donc, c'était une nouveauté cette année. La gagnante de ça, c'est Mélanie Carrier avec un temps de 4h03. Le gagnant, c'est Alexandre Bernard en 3h46. Puis je pense que Mélanie était tout près d'Alexandre quand même au classement général. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Félicitations à ces deux-là. Félicitations à tous ceux et celles qui ont complété l'épreuve, qui sont lancés sur ces épreuves-là. Le grand gagnant, Alexandre Bernard, c'est pas juste le grand gagnant sur le temps de ce 37 km-là de jour. Présentement, là, je pense que les chiffres, on peut continuer à faire des dons, mais présentement, c'est lui qui a ramassé le plus d'argent. Donc, il a ramassé plus de 5 900 $ à ce jour. Donc, on félicite Alexandre pour sa victoire, mais surtout pour son geste immense d'avoir réussi à amasser autant d'argent pour la Fondation sur la pointe des pieds. Vraiment très hot. On peut encore donner d'ailleurs, donc si en ce moment vous dites « Hey, j'ai pas fait mon don cette année, puis d'habitude j'encourage Cryo », vous avez encore le temps, puis si vous avez aucune idée c'est quoi Cryo, allez lire ce qu'ils font, considérez vous inscrire dans les prochaines années. Vous pouvez faire un petit don pour la Fondation sur la pointe des pieds. Je rappelle que la Fondation, depuis plus de 25 ans, change la vie des jeunes atteints du cancer en leur offrant des expéditions d'aventures thérapeutiques. Donc, le plein air au profit du bien-être. Donc, c'est vraiment une cause qui est noble, qui est touchante. Donc, c'est pour ça que les courses cryo existent. C'est pour ramasser des fonds sur la pointe des pieds. Revenons aux courses sur la traversée de 37 km en soirée, donc la traversée étoilée. Les conditions climatiques favorables ont fait qu'il y a eu 3 abandons sur 150 personnes qui prennent le départ. C'est immense. Pour vous donner une idée, je pense qu'en 2022, il y avait une douzaine d'athlètes sur la centaine qui avaient pris le départ, qui avaient terminé. Donc là, c'est le jour et la nuit pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Mais c'est immense. Félicitations à tout le monde qui ont pris le départ. C'est toute une épreuve cryo. La gagnante, Suzy Boucher-Lemay de la région de Québec en 3h56 et le gagnant, Kevin Delaunay en 2h57. Ça, mesdames, messieurs, c'est 4 minutes 47 du kilomètre sur la glace, l'hiver, dans le vent, dans le fret. Très impressionnant. Donc, félicitations à tout le monde qui a terminé cette traversée de 37 km étoilée. Et finalement, l'épreuve, la micro-cryo de 12 km. Donc, la gagnante, Pauline Deschipre en 1h09. À noter que les 9 femmes qui l'ont suivi, donc le top 10 des femmes de cette épreuve-là, étaient toutes sous le record de parcours précédent qui était d'1h21, donc c'est énorme. Et le gagnant, c'est Samuel Brassard en 58 minutes. Je pense qu'il avait terminé sur le podium l'an dernier sur cette épreuve-là, mais là, il a abaissé son temps de 16 minutes, rentré un 12 km hivernal en 58 minutes. Très impressionnant. Donc, félicitations à tout le monde. Félicitations à l'organisation de Cryo. C'est une course à taille humaine menée par des gens de passion. Puis, je trouvais ça important de mentionner les résultats, mais surtout mentionner la course. Le montant total de cette année n'est pas encore annoncé parce que, justement, vous pouvez encore donner. Mais rappelons qu'en 2023, c'est 331 000 $ qui avaient été amassés par la course. C'est immense. Je ne sais pas si cette année, ils vont battre le record, mais dans tous les cas, c'est beau. C'est plus qu'1 million de $ qui a été ramassé depuis 2019 avec cette course-là. Voilà. Autre nouvelle vraiment cool que j'ai vu apparaître, je pense que c'est la semaine passée ou cette semaine, c'est le retour de la IPA Fun Run. J'en avais parlé l'année passée. C'est une course à laquelle j'étais censé participer autant comme coureur qu'avec le podcast. J'allais être là, enregistrer du stock, mais ça avait été annulé à la dernière minute parce qu'il y avait des feux de forêt. Je ne sais pas vous rappeler, l'année passée, on était là-dedans. Donc en juin, la course à la toute dernière minute avait dû être annulée parce que il y avait des portions du parcours qui passaient sur des sections de forêt qui étaient fermées pour cause préventive, pour prévenir justement cette propagation-là des feux de forêt.
Donc, cette année, la IPA Fun Run est de retour. Puis, dans leur annonce, ils ont dit que cette année, ils y allaient en mode « Go big or go home ». Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils nous préparent. Ils disent que ça va être une édition épique. Je rappelle que la IPA Fun Run, le principe est assez simple. Vous amenez 2 canettes de bière, vos bières préférées. Vous les pitchez dans une gigantesque piscine parce qu'il y a des centaines et des centaines de participants. Puis, les premiers à finir, il n'y a pas de grand prix autre que tu es le premier à choisir dans la piscine de bière. Puis logiquement, si tout le monde ne boit que 2 bières, ce qui est le règlement, ben, tout le monde va avoir de la bière à la fin. Donc c'est un moyen de, oui, faire un événement de course, de côtoyer la communauté trail. Ça a l'air vraiment trippant comme événement, mais en plus, il y a de la bière à l'arrivée, puis ça permet de découvrir. Il y a sûrement même un coin de la piscine qui est pour la bière sans alcool, donc il y en a pour tout le monde. Je rappelle qu'il y a des parcours de 15, 30 et 55 km, puis j'ai pas encore eu l'occasion d'aller courir dans ce coin-là, c'est dans l'Anaudière, mais je pense que c'est pas piqué des verres, le niveau de technicité, c'est des parcours assez costauds, donc le 15 km a quelque chose comme 1000 mètres de dénivelé positif, le 30 kg a 1600, et le 55, c'est un parcours linéaire qui commence très tôt, je pense que ça commence à 4 heures du matin, et il y a 2550 mètres sur 55 km, c'est tout un ratio, donc IPA Fun Run, c'est de retour le 15 juin 2024. Donc, mettez ça à votre agenda si vous n'avez rien ce week-end-là. Je sais qu'il y a déjà d'autres événements dans ce coin-là en juin. On a un gros mois de juin de calendrier dans la communauté trail. Ça commence fort dans toutes les régions du Québec. Il y a des courses partout. C'est vraiment, vraiment trippant. La raison principale de ce café du vendredi-là, ben, c'était la grosse annonce de lundi, parce que lundi, on dirait que ça arrêtait pas d'arriver, les belles et bonnes nouvelles. D'abord, il y a le défi des couleurs, donc un événement trail à Québec qui est énorme, qui attire plus de 3000 participants chaque année, qui a annoncé qu'il allait être l'hôte des championnats canadiens de course en montagne, donc les parcours, le parcours vertical, l'épreuve verticale et l'épreuve classique up and down. Donc, en 2024, 2025 et 2026, donc pour 3 ans, les championnats canadiens de course en montagne vont être à Québec, dans la région de Québec, au Mont-Saint-Anne, dans le cadre du défi des couleurs. On va en reparler un peu plus tard avec mon invité parce que Julien Lacaze, ben, c'est l'instigateur de ça, puis c'est lui mon invité de cette semaine. Mais un peu plus tard dans la journée, vraiment pas longtemps, quelques minutes après, le Québec Méga Trail, donc une autre course qui se passe au Mont-Saint-Anne, a annoncé qu'eux allaient être les hôtes du championnat canadien de course en sentier, donc montagne, sentier, 2 choses différentes, mais à peu près la même affaire. Là, c'est les parcours classiques, trail courte distance et trail longue distance. Donc, rappelez-vous, je vous ai parlé des championnats mondiaux qui ont eu lieu en Thaïlande, qui ont eu lieu en Autriche, puis il y avait ces 4 épreuves-là. Donc, c'est les 4 épreuves qu'il y a en championnat canadien et en championnat mondiaux. Donc, le vertical, le classique up and down, le trail court, donc le 50 km, et le trail long de 80 km. On avait des délégations canadiennes avec plein de Québécois qui sont allés en Thaïlande, en Autriche récemment. Mais là, en 2024, 2025 et 2026, ça se passe au défi des couleurs pour les 2 premières épreuves. Et en 2025 et 2026, ça se passe aussi au Mont-Saint-Anne dans le cadre du QMT pour les épreuves de 50 et 80 km sur les parcours existants du QMT. C'est énorme. Le Mont-Saint-Anne devient l'épicentre des championnats canadiens pour les années à venir. C'est vraiment, vraiment trippant. J'en parle pas plus parce que j'entre dans le détail de tout ça avec Julien Lacaze un peu plus tard dans l'épisode. Mais là, tant qu'à parler du QMT, vous vous rappelez au party de Noël virtuel avec Nicolas Dan, Charles du QMT était venu nous annoncer en exclusivité qu'il allait avoir un nouveau parcours, une nouvelle épreuve de 32 km. Et bien là, le QMT a annoncé que c'est le 14 mars à midi que vous pourrez vous inscrire pour ce nouveau parcours-là. On nous le présente comme un parfait compromis entre le robuste QMT 50 et le fluide QMT 25. Allez voir sur leur site, le parcours est là. Donc, QMT 32, nouvelle épreuve. Ça commence le 14 mars les inscriptions. Puis si c'est comme le reste des épreuves du QMT, ça devrait partir assez vite ces dossards-là. Sans plus tarder, on accueille mon invité Julien Lacaze pour jaser du défi des couleurs et du championnat canadien de course en montagne. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagné. Aujourd'hui, je t'amène sur un sujet triple qui va couvrir 3 épisodes. Les conseils d'alimentation avant, pendant et après une course. Commençons avec le avant. Je vais parler au nom de mes amis nutritionnistes que je ne suis pas. Moi, je suis kinésiologue. L'important quand on va parler d'alimentation, peu importe qu'on soit sportif ou pas, c'est de connaître les glucides, les lipides et les protéines, qui sont les nutriments présents dans à peu près tous les aliments. Les glucides, ce sont les sucres. On en retrouve autant dans les bonbons que dans les pâtes alimentaires.
Les protéines, bon, ça c'est le plus facile, c'est sûr que les gens connaissent, là, œufs, viande, légumineuses, noix. Les lipides, ben on sait qu'on en a des bons, comme dans tout ce qui est végétal, par exemple les huiles, les avocats, puis on a des gras un petit peu moins bons, comme dans les biscuits Oreo, tu sais. Fait que ça, c'est nos nutriments. Fait qu'avant notre entraînement, ce qu'on devrait avoir dans notre corps, c'est des glucides parce que c'est le premier carburant de la contraction musculaire qu'on va faire quand on court ou quand on bouge. Fait que les glucides, plus on est proche de notre entraînement, plus on veut qu'ils soient assimilés facilement par notre corps. Fait que plus on est prêt, plus on va aller vers un jus, vers des bonbons, vers un fruit. Puis plus on s'éloigne, plus on peut penser à ajouter un petit peu de protéines. Puis 2 à 3 heures avant, avoir un repas faible en lipides, mais avec des glucides et des protéines. Fait que ça, c'est pour le avant notre entraînement. On se reparle au prochain épisode pour le pendant. OK. Merci. Bienvenue. Julien Lacasse, bienvenue à Pas sorti du bois. Très content de t'avoir aujourd'hui. Merci Yannick, plaisir est partagé. On est là pour parler des belles affaires, je le disais dans l'autre portion de l'épisode, le défi des couleurs qui va accueillir les championnats canadiens de course en montagne. J'ai su entre les branches de la montagne que l'initiative partait de toi, mais avant qu'on entre dans cette histoire-là, je pense que ce serait important que les auditeurs apprennent à te connaître. Parle-nous un peu de toi, Julien. Ouais, d'abord, moi, faut dire que je suis un grand passionné de trail. Ça fait super longtemps, tu sais, le milieu du trail au Québec est quand même plutôt récent. Je suis intéressé dans ce monde-là. Je suis dans ce bain-là depuis mes premiers voyages que j'ai fait à l'étranger, quand je suis parti dans l'Ouest canadien, quand je suis parti aussi faire des road trips en Europe, en France, où le monde du trail était vraiment beaucoup plus avancé qu'il l'était du moins au Québec. Puis ça m'a donné la piqûre. Et puis évidemment, tout de suite, on veut faire des ultramarathons, des longues courses. Je me suis lancé là-dedans. Projet de boys, j'ai mon bon ami Martin Dagenet avec qui on a fait plusieurs courses, plusieurs voyages ensemble. Étant prof d'éduc les deux, ben c'est cool, ça nous permet de voyager pendant l'été. Donc c'est pas mal commencé comme ça. Puis tu sais, j'ai expérimenté moi tous les types de parcours, les longues courses techniques, les longues courses roulantes, les parcours montagneux, les parcours roulants, le court comme le long. Et puis moi personnellement, ce qui venait me plus chercher, c'est vraiment ces parcours-là typés course en montagne. On va en parler de la course en montagne, mais c'est les parcours qui sont très raides, qui m'intéressent, qui viennent plus me chercher, où on grimpe bien fort, bien haut, puis quand ça fait mal. Ah, c'est ça. Ben, on avait parlé, j'ai eu la chance de recevoir Rémi Leroux puis Alexandre Ricard qui ont pris le monde de la course en montagne en grippe l'année passée parce que partout où ils ont été, ils ont eu du succès aux États-Unis, en Europe. Je pense même que tu es allé faire une portion de ce périple européen avec eux l'an dernier. Rémi m'a dit que pendant qu'il courait, c'est lui qui tenait la caméra. C'est toi qui tenais la caméra parce que d'habitude, Rémi, ben, il fait les deux, mais là, il fallait qu'il se concentre sur sa course. Fait que on a pu aborder le sujet de plein de façons, mais surtout en rencontrant ces deux gars-là qui, je pense que c'est une discipline qui est très populaire en Europe, qui l'est de plus en plus aux États-Unis, mais ici, même si le trail depuis plusieurs années explose, c'est un peu passé à travers les mailles du filet. Oui, c'est un peu vrai, mais tu sais, faut dire que c'est plus populaire, mais même en Europe, ça a pas la presse que ça pourrait avoir le potentiel. Ouais. Lorsque tu le compares avec les courses d'ultra-trail et les événements de trail pur. Pourtant, le panel d'athlètes qu'on retrouve dans ces épreuves-là, c'est vraiment de calibre mondial. C'est des athlètes vraiment très, très, très au top niveau. Ah puis, oui. Même en Europe, je trouve ça sous-représenté par rapport à ce que ça pourrait et ça devrait être. Ouais, puis tu sais, on dit souvent, tu sais, quand il y a des gens qui parlent, est-ce que l'ultra va être aux Olympiques un jour, puis on en rit parce que, tu sais, pour être un critère olympique, il faut que ça soit intéressant à regarder, puis avec tout la passion et l'amour que j'ai pour l'ultra trail ou même pour le trail, un 30 kilos, peu importe, c'est long à regarder du monde avancer lentement dans le bois. C'est un peu ça notre sport, même au niveau élite, ça reste que c'est pas le sport le plus excitant à regarder.
Par contre, en termes de spectacle, la course en montagne, on en parlait avant d'enregistrer, ce que Salomon fait comme couverture de la Golden Trail Series, puis les vidéos qu'on peut avoir des kilomètres verticaux et tout, c'est extrêmement impressionnant. Chaque accomplissement est différent. C'est impressionnant, quelqu'un qui fait un 100 000 en 20 heures puis qui gagne l'UTMB. Mais dans un court laps de temps, c'est tellement impressionnant de regarder des athlètes de montagne monter, grimper à cette vitesse-là, les descentes dans certains formats comme le up and down. C'est complètement débile à regarder, là. C'est hallucinant. Même les événements Golden Trail, Salomon, c'est excitant et tout. Puis souvent, les écarts, on voit, il était 2 minutes derrière, mais en course en montagne, c'est pas un 2 minutes derrière, là. Il est littéralement 5 secondes derrière toi, puis Ouais. tu vas flancher mentalement, là, ne serait-ce que 3 foulées, et puis ta course, c'est peut-être, ça s'est joué là, à ce moment-là. Moi, je suis un grand fan de cyclisme, puis je retrouve un petit peu ce même esprit-là où on doit garder la roue d'un athlète, d'un cycliste, justement, parce que sinon, notre course, il est fichu. Puis il y a beaucoup d'éléments stratégiques qu'on retrouve, qu'on peut faire des similitudes entre la course en montagne puis des sports comme, justement, le cyclisme. Ah ouais, puis tu sais, Rémi, l'année passée, on l'a suivi beaucoup. Alexandre aussi, mais Rémi est très présent sur les médias sociaux, puis on a vécu sa saison à travers. Tu sais, il a même remporté une Racine d'or il y a quelques semaines pour l'ensemble de son œuvre de l'année. Mais c'est ça, comme tu dis, on le voit remporter des courses, terminer deuxième, troisième, tout près l'un de l'autre, puis un peu comme toi dans ton parcours, ce que tu disais, bon, j'ai essayé les longues distances, mais on revient à ça, un peu comme un Rémi qu'on a vu sur du Arikana 65, sur des distances ultra, là, se tourner vers la courte distance, c'est une des multiples disciplines dans notre sport, puis peut-être que plus il y en a, plus on en parle, plus il y a des gens qui vont faire, sais-tu, moi, passer 12 heures dans le bois à manger des chips puis à boire du coke, peut-être que j'aimerais mieux faire quelque chose d'explosif qui dure 45 minutes, 1 heure et demie, puis ça me satisferait. Puis il y a des gens qui vont peut-être se trouver une aptitude là-dedans. Tout ça pour dire que l'annonce dont on va parler, duquel t'es dans les premiers à avoir un peu mis le feu aux poudres pour lancer ça, puis te développer ça, je pense que ça va pouvoir contribuer à peut-être transmettre cette passion-là, puis oui, faire venir des athlètes d'un peu partout dans le monde, mais surtout faire découvrir à plein de Québécois que c'est un format de course qui est vraiment trippant, qui fait partie de l'ensemble de de ce beau sport-là qui est le trail. Parle-nous des origines de ce projet-là. À quel moment tu t'es dit « Ok, je me lance ». Ça m'a mijoté dans ma tête vraiment très fort cet été, là. J'ai passé l'été complet à voyager, puis comme tu l'as mentionné, j'ai passé une partie de l'été avec Rémi, avec Alex. Donc j'étais vraiment en plein dans le bain. Je me suis déplacé au marathon du Mont-Blanc, j'ai crew Alex sur son marathon. Je me suis déplacé après ça faire la Dolomite Sky Race, Sierre Zinal, j'étais là en plus. Ça, c'est sûr que c'est pas les formats typiques course en montagne, mais ça s'en rapproche. Là, on est dans le cours quand même. Puis là, je me suis dit, moi, j'habite au Mont-Saint-Anne, je m'entraîne tout le temps là l'été, je cours tout le temps sur la montagne. Puis je l'ai vu le potentiel que la montagne au Mont-Saint-Anne elle pouvait avoir par rapport à ce type de discipline-là. Puis je me suis dit, écoute, on a un besoin, j'ai envie de faire rayonner cette discipline-là. J'ai envie de faire rayonner les pentes au Mont-Saint-Anne, l'endroit où je m'entraîne. Pourquoi pas monter un dossier, essayer de bâtir quelque chose de solide, aller me chercher des alliés, puis ensuite, advienne que pourra, on verra qu'est-ce que ça donne. Puis on a reçu une réponse favorable en début de semaine pour nous dire que Athlétisme Canada, ils voulaient bien qu'on accueille les championnats canadiens de course en montagne sur vertical et sur le format classique up and down pour les 3 prochaines années, donc 2024, 2025 et 2026. C'est malade, tu sais, de ramener ça dans l'est du pays, de ramener ça au Mont-Saint-Anne, qui est une montagne qui est quand même iconique, je pense, dans l'est de l'Amérique, qui est bien connue autant pour le ski, le vélo de montagne, que de plus en plus avec tout ce qui se passe là, avec le trail. À quel moment le défi des couleurs est arrivé dans l'équation, dans ton montage de dossier, dans le développement de ce projet-là? Oui, moi, j'ai... ce qui est un peu drôle comme anecdote, moi, je suis prof d'éducation physique, là, puis je remplace souvent, c'est ce que je fais la plupart du temps, là, des remplacements à la journée ou à la semaine, parce que ça me donne quand même une bonne liberté d'horaire, puis je peux choisir un petit peu mes journées, quand m'entraîner, quand faire d'autres choses. Puis
un enseignant que je remplaçais depuis quelques temps, là, Sébastien Lachance, qui est quelqu'un du coin, qui est aussi l'organisateur de plusieurs événements de trail au Québec, dont le Défi des couleurs. Donc là, Sébastien, depuis 3 ans, quelques semaines avant le Défi des couleurs, il s'absente. Puis c'est moi qui remplaçais, qui prenais ses groupes. Sébastien avait aucune idée j'étais qui pendant 3 ans. J'étais juste celui qui prenait ses groupes. Puis, euh, puis ça a donné qu'à un moment donné, ben, je lui ai glissé 2, 3 mots. Puis là, il a été vraiment emballé par l'idée. Puis ça lui a donné le goût que mon projet fasse partie de son événement. Puis il voyait bien le fit. Puis eux autres ils ont fait leur 10e édition cette année, l'an prochain leur 11e édition. Fait que sont très rendus setés, sont très organisés, ils ont leurs partenaires, ils ont dans le sens que d'amener 2 nouvelles épreuves, on partait pas de zéro, puis ça devenait beaucoup plus facilitant pour l'insertion de ces 2 nouvelles épreuves de championnat-là. Donc, je trouvais que le fit était bon. Puis, c'est sûr qu'au mois d'octobre, comme ça, pendant le congé de l'Action de grâce, c'est quand même un bon timing. C'est la fin de saison pour beaucoup de coureurs. Il y a des courses un peu ici et là, mais dans les faits, cette distance-là, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus hypothéquant pour faire d'autres épreuves. Donc, je trouvais que le timing, le fit, tout ça, c'était bon. Puis, faire le décor avec les couleurs aussi, là, c'est quand même assez magique, là, courir au Mont-Sainte-Anne au pic de la saison des couleurs à l'automne. Ça demeure que c'est la plus belle saison. En tout cas, moi, je suis grand fan de l'automne, mais ça reste que nos sentiers québécois, nos forêts, nos montagnes, c'est un moment qui est magnifique. Là, nécessairement, c'est un championnat canadien, fait qu'on le sait que ça va attirer des coureurs d'un peu partout au pays, d'ailleurs de la région. Donc, on leur montre en plus le plus beau de cette montagne-là, tu sais, dans la plus belle période. Je trouve ça intéressant, comme tu dis tantôt, c'est la 11e édition qui s'en vient. Défi des couleurs, c'est énorme. On dirait que c'est une course qui a toujours lieu à l'automne, qui attire toujours beaucoup de monde, mais je pense qu'à travers les années, ils se sont positionnés comme un événement d'introduction au trail. Il y a des parcours très challengeants, mais ils ont plein de distances d'introduction qui sont parfaits pour quelqu'un qui se met au trail, qui veut commencer, qui a peut-être pas envie de se lancer dans quelque chose de hyper technique, hyper complexe. Donc, il emprunte des sentiers qui permettent à quelqu'un de commencer en trail. Il y a toujours eu des belles batailles en avant des pelotons dans les plus longues distances, mais c'est pas une course qui fait son branding sur l'aspect compétitif, même s'il attire plein de bons athlètes. C'est une course qui a toujours eu ces valeurs-là, plus de communauté, mais qui attire des milliers et des milliers de coureurs chaque année. C'est énorme. Donc là, je trouve ça extrêmement intéressant d'arriver puis de pitcher 2 courses ultra compétitives parce que c'est les championnats canadiens. On le sait que tout le monde de ces distances-là vont être là. Je trouve que ça fait un super beau mix. Toi, ça fait que tes 2 épreuves du championnat canadien, ben, rentrent dans un événement qui a toutes les infrastructures logistiques, sécuritaires et tout le tralala pour accueillir l'événement, plutôt que toi de dire je vais créer quelque chose à un moment donné puis partir de zéro. Tu t'inscris dans quelque chose qui existe, mais en plus, ça donne un volet compétitif à un événement qui cochait déjà plein de cases d'un point de vue communautaire, d'un point de vue familial, d'un point de vue événement au cœur de l'automne. Je trouve ça vraiment malade, ce fit-là. On dirait que c'était prévu depuis toujours puis que c'était orchestré comme ça. Je trouve ça le fun qu'à travers cette histoire-là, t'aies pu parler avec celui que tu remplaçais puis vous avez créé ça. Ouais, c'est ça. C'est sûr que là, on rentre dans un autre niveau. On parle plus de la même game. Mais moi, j'essaie vraiment d'arriver là, tu sais, le outsider que je suis, pas avec mes grands chevaux, puis dire salut, maintenant, ça devient hyper compétitif. On est rendu élitiste et tout. Je veux pas que ça soit ce qui en dégage. Je veux que le défi des couleurs, il garde son esprit premier, qui est la convivialité, qui est l'esprit de, tu sais, c'est comme un gros party, là, cette histoire-là. Ouais. On n'est pas focus sur nécessairement les chronos, les performances. On met tout le monde de l'avant de façon égale. Puis comme tu l'as dit, ben les parcours, c'est pas qu'ils sont traditionnellement le défi des couleurs avait une mauvaise presse. C'est juste qu'on est tellement habitué au Québec
on pourra en parler longtemps, là, mais on est tellement habitué à avoir des parcours qui sont toujours les plus techniques les uns après les autres. Puis on le prend un peu comme une source de fierté au Québec d'avoir la course qui offre la plus grande technicité, d'avoir le parcours le plus tough. Mais ce qui fait la richesse d'un événement comme le Défi des couleurs, c'est justement d'avoir de la diversité, d'avoir des parcours aussi qui peuvent correspondre à d'autres qualités, à d'autres types de coureurs. Puis ça, on dirait, j'ai l'impression, j'ai voyagé beaucoup, c'est juste au Québec qu'on a ça, ben un peu sur la East Coast, là, Ouais, communément la Beast Coast, la parce Beast Coast, hein? que c'est terrain technique, mais c'est particulier à nous, ça. Je sais pas si c'est j'allais dire un complexe de Napoléon, mais pas du tout, là. C'est juste le fait qu'on n'a pas nécessairement les plus hautes montagnes, donc on compense par notre technicité. Puis ça, Exact. après, c'est pas à redire. On peut avoir des terrains qui sont sacrément difficiles à avancer, qui sont plein de racines, plein de cailloux, plein de bouettes. C'est ça qui fait notre richesse, mais ça ne nous empêche pas d'avoir que ça comme offre. Donc, je trouve ça super intéressant qu'au Défi des couleurs, on puisse utiliser d'autres types de parcours. Ouais, tout à fait. Puis moi, plus je fais du trail, plus je me rends compte que j'aime le roulant. Puis je le sais que je suis pas le seul, j'en parle avec plein d'autres. Puis à un moment donné, chacun y trouve son compte. Mais comme tu dis, c'est le fun aussi d'avoir des parcours des fois où on peut dérouler. C'est un autre type d'effort. C'est pas plus facile. Ça va plus vite, mais ça veut pas dire que c'est plus facile, au contraire. Puis j'aime ce que tu dis aussi par rapport au côté élitiste, parce que oui, il y a du monde en avant du pack qui va aller s'amuser sur ces deux nouveaux parcours-là pour aller chercher le championnat canadien. Mais ça demeure qu'à moins que je me trompe, monsieur, madame, tout le monde peut s'inscrire. Puis moi, quand je regarde des profils comme ça, ma saison en octobre, il n'y avait rien en ce moment. On dirait que j'ai le goût, pour le fun, d'aller me casser les jambes sur un parcours de moins de 5 km qui se prend 800 mètres de D+, puis qui n'a pas de D-. Tu sais, j'ai le goût d'aller essayer un classique up and down avec aucune ambition de quoi que ce soit, autre que je suis pas habitué de faire ce genre de parcours-là. Je vais aller me challenger là-dessus, puis ça va être trippant. Donc, comme tu dis, on garde le côté convivial et familial, c'est ouvert à tous, mais ça va être quand même le fun de suivre les belles batailles qui vont se passer en avant du pack. Parle-moi de ces 4 épreuves-là, parce que je l'ai dit en introduction dans l'autre partie. Parallèlement à cette annonce-là, il y a le Québec Mégatrail qui a annoncé qu'il allait aussi accueillir 2 épreuves du championnat canadien sur ses 50 et 80 km. Parle-moi de ces 4 distances classiques-là qui sont en compétition pour le championnat canadien, dont les 2 qui vont être au Défi des couleurs. Oui, les premières épreuves, là, dans le fond, on va avoir un vertical le samedi. Puis notre vertical, plus spécifiquement, il va avoir un 800 mètres de dénivelé positif avec 0 mètre de descente. C'est notre vertical, c'est que de la montée. Puis ce qui fait la particularité de cette course-là, c'est qu'on va avoir un départ en bas des chutes Jean Larose. Pour ceux qui connaissent le secteur, au QMT, le parcours passe par cet endroit-là. C'est des nouvelles escaliers fraîchement rénovés qui vont permettre de faire passer les coureurs à cet endroit-là. On est pratiquement au niveau de la mer, en bas des chutes Jean Larose, donc altitude de 30 mètres à peu près. Puis là, on va commencer à courir, puis on va se rendre jusqu'au départ de la base de la montagne. Et puis là, ensuite, on va attaquer les 620, 630 mètres de dénivelé pour avoir un sommet au sommet du Mont-Saint-Anne. C'est malade parce que c'est ça, ceux qui ont déjà fait par exemple le QMT sur le 50, sur le 80, 110 et 160, ben on les fait ces escaliers-là, puis pour ceux qui s'entraînent au Mont-Saint-Anne, on le sait que l'altitude en haut est de 800 quelques mètres, mais que c'est pas 800 D+, parce que quand on part de la base de la montagne, c'est pas ça, mais là tu pars pas mal plus bas que la base de la montagne, tu te prends tout ça d'une shot. Est-ce que c'est commun qu'il y ait l'intégration d'escaliers dans une course verticale comme ça? C'est à ce que je sache, j'ai pas vu ça si souvent que ça, et d'autant plus en début de course. Oui, c'est ça. Ça va être quand même une gestion d'effort qui va être difficile à gérer, puisque là, moi, j'ai essayé de reculer le parcours le plus loin possible du départ des escaliers, mais à un moment donné, on peut pas faire de miracle si tu veux garder ta course dans un esprit course en montagne, enlever de la technicité, pas avoir trop de virages. Ouais. J'ai pu reculer un départ à près de 400 mètres avant d'attaquer les escaliers. Donc, on va courir un 400 mètres sur le plat et puis ensuite, on va avoir les escaliers directement. C'est sûr, ça va fesser. C'est sûr qu'il y en a qui vont avoir un bon petit 2 minutes à cet endroit-là.
Mais en même temps, les escaliers, ça dure, tu sais, ça va durer entre 2 et, je sais pas moi, 10 minutes. Donc, les escaliers ont une fin quand même, mais C'est un après, mauvais moment à passer, là. ça, c'est un mauvais moment à passer, mais il faut réussir à le passer parce qu'après ça, c'est une section roulante qui va nous amener jusqu'à la base de la montagne. Puis ensuite, ben, c'est les pentes de ski. Donc, on va être de retour dans le raid. Puis après ça, j'ai trouvé un, un petit secteur qui va nous faire passer sur un chemin de service où encore là, ça va redevenir roulant. Puis ensuite, on va reprendre la dernière portion qui va être encore une pente de ski plutôt raide, mais quand même courable pour une certaine partie de l'avant du pack. Donc, je trouve ça super intéressant comme type de parcours puisque c'est très varié. C'est pas juste comme si je programmais un tapis roulant à 15-20% de pente moyenne, puis let's go. Ça va vraiment faire shiner en français, ça va faire mettre de l'avant les qualités de certains coureurs, puis les lacunes de d'autres. Donc, c'est vraiment ça qui va être super intéressant, puis ça reste dans l'esprit de la course en montagne. On a tous des forces, on a tous des faiblesses, puis ça va juste rendre l'aspect stratégique plus intéressant à suivre. Ben, c'est ça, ça va prendre la polyvalence. Non, c'est ça exactement. Puis, si je me trompe pas, dans ces types de parcours-là, tu sais, on le disait, il y a 4 distances dans les championnats canadiens qui ont chacun leur particularité. Dans ce cas-ci, le vertical, le classique up and down, on cherche des parcours, bon, avec ce que tu viens de dire, un gros dénivelé et tout, mais je pense qu'il y a aussi une notion de roulant. Faut pas que ça soit extrêmement technique. C'est pas ce qui est recherché pour ce type d'épreuve-là. Donc, dans le choix des parcours que tu as développé, fallait éviter des secteurs trop techniques, c'est ça, je comprends. Ouais, exactement. Souvent, on va voir des gens qui vont avoir les yeux tout grands ouverts quand on va dire la course en montagne, ça reste roulant. Là, tu regardes les stats, tu te dis 4,6 km, 800 mètres de dénivelé, oh wow, il y a absolument rien de roulant là-dedans, mais tout étant relatif, ça peut devenir roulant. On peut appeler ça roulant lorsque on n'est pas limité par des obstacles au sol. Ouais. Le parcours est quand même propre. Donc, si je me suis assuré que ça soit le cas, qu'on ait le moins possible d'obstacles sur le parcours, que les pentes de ski, on le sait, c'est souvent très smooth, ça grimpe raide, mais c'est très, très smooth. Puis s'il faut, moi, je vais l'astiquer ce parcours-là. Je vais passer le mois qui précède avec le souffleur à feuilles dans le dos, puis je vais m'arranger pour que ça soit le plus propre possible pour que les athlètes qui participent n'aient pas à avoir la technicité comme un paramètre à gérer dans leurs efforts. Ils ont des espaces à gérer, on va enlever la technicité. C'est ça, exactement. Comme toute bonne course en montagne, le samedi, c'est le vertical et le dimanche, c'est le classique up and down. Parle-nous de cette épreuve-là, qui est celle qui, je pense, est un peu plus mystérieuse pour les gens. Classique up and down, c'est quoi les paramètres de cette course-là? Ouais, classique up and down, sans vouloir faire d'anglicisme, là, c'est juste que c'est la dénomination qu'on l'appelle dans le milieu de la course en montagne. Donc, ça le dit, c'est une montée suivie d'une descente. Et puis, selon les normes de la fédération, ça peut être une seule montée et une seule descente, comme on peut avoir une montée, une descente et le doublé, une montée, une descente. Donc, dans le cas de notre course ici au Mont-Saint-Anne, moi, je trouvais ça super symbolique de réussir à montrer qu'on peut avoir un 1000 mètres de dénivelé positif. Ça devenait super logique, dans ce cas-là, de regarder ce qui se passe au nord du versant du Mont-Saint-Anne, un versant un peu moins connu, puis d'aller l'explorer. Donc, après avoir monté la fameuse crête, qui est une piste emblématique au Mont-Saint-Anne, du secteur expert, qui est pas mal notre piste la plus célèbre, là. Je dirais d'ailleurs, c'est possiblement le segment là, de montée le plus compétitif qu'on a au Québec. Là. J'ai pas peur de le dire. Clairement. C'est en même temps, c'est un test. Souvent, c'est un test contre soi-même. En début de saison, beaucoup d'athlètes qui vont s'essayer sur une crête, puis je dirais pas on peut valoir la valeur d'un coureur en fonction de son temps qu'il fait sur la crête. Il y en a beaucoup qui voient un petit peu ça comme ça. Puis bref, c'est un segment hyper compétitif. Puis on va commencer notre parcours du up and down par une montée de la crête. Puis ensuite, on va aller basculer au nord, descendre une piste qui n'est pas une piste de randonnée pédestre, là, mais une piste que j'ai trouvée super intéressante qui s'appelle la Nord.
pour ceux qui connaissent, c'est une piste qui descend pas trop raide. Pour ceux aussi qui connaissent là, la Libériste au Mont-Saint-Anne, le départ en haut, c'est ça, c'est la Nord, la piste de ski. Puis c'est ça, on va le descendre la Nord jusqu'au complet, jusqu'en bas. Puis là, c'est une belle piste là, avec de la belle mousse qui se descend super bien. Et puis ensuite, une fois qu'on va être en bas du Nord, on va attaquer le raid. On va remonter le Nord par le chairlift pour se rendre jusqu'au sommet. Puis ensuite, on va redescendre par la Pichard. Donc, au niveau statistique, ça nous donne un beau 1000 mètres de dénivelé sur 11,2 km. Ça fait un bon petit ratio. Quand même, un ratio comme il s'en fait peu au Québec. Ça devait être vraiment trippant pour toi qui connais le Mont-Saint-Anne par cœur. Tu dis que tu t'entraînes là beaucoup d'aller explorer puis d'aller trouver le parcours parfait, ayant été sur le terrain en Europe, ayant vu ce qui se fait dans ces épreuves-là de verticale, de classique up and down, de trouver les bons paramètres puis les bonnes pistes dans ta cour arrière pour créer ce parcours-là. Ça devait vraiment être trippant. Ouais, absolument, mais c'est sûr que c'est pas job done encore. Il va falloir qu'il y ait une course et qu'on la teste avec des coureurs en événement qui passent dessus. Mais vraiment, moi, le potentiel, je le vois, puis je comprends pas pourquoi un parcours comme ça pourrait pas vraiment être très mis de l'avant dans le sens que ça va. Moi, j'ai l'impression que ça peut devenir un classique, ce genre d'épreuve-là, puis ça peut devenir pour les années futures vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Hein. Ben clairement, puis ça va l'être encore pour au moins 3 ans parce que ce qui a été annoncé cette semaine, c'est que les championnats canadiens de course en montagne vont se tenir au défi des couleurs sur ces parcours-là pour le format vertical et classique en 24, 25 et 26, donc les 3 prochaines années. Comment tu as réagi quand tu as reçu la confirmation là, que le championnat canadien s'en venait chez vous au Mont-Saint-Anne puis que c'était ton initiative qui allait être choisie pour les 3 prochaines années? Poker face. Non, pas du tout. J'étais super enthousiaste en jouer. Puis ça me donnait juste envie de, tu sais, plein d'idées qui me popaient en tête pour qu'on passe à un niveau supérieur. J'avais plein de nouvelles idées qui me venaient en tête d'un coup. Puis en même temps, je dirais pas que c'était pas une surprise, mais le dossier qu'on avait monté, je trouvais qu'on l'avait très solidement monté. Puis ça méritait vraiment qu'on nous donne une attention. Puis quitte à, même si ça n'avait pas été une édition d'épreuve de qualification nationale, de championnat, je pense qu'il y avait assez de potentiel quand même pour l'organiser, cette course-là. Puis la gang du défi des couleurs m'avait quand même confirmé qu'on allait pouvoir les faire. Donc, ça aurait été qu'une question de temps avant qu'on réalise que c'était la chose à avoir comme épreuve. Là. Ah, c'est cool. Puis, tu sais, pour en avoir parlé avec des coureurs qui veulent rejoindre l'équipe canadienne pour les championnats mondiaux, des coureurs qui ont fait les différentes épreuves des championnats de course en montagne canadienne dans les dernières années, je pense que des fois, il manquait un peu de perspective. Tu sais, je pense que c'était annoncé un peu à la dernière minute. Je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans pour ces épreuves-là, ça avait été annoncé un peu à la dernière minute. Donc, les athlètes devaient, je veux dire, on a un grand pays. Fait que si tu décides que tu veux participer, ça se peut que tu partes d'un bout du pays puis tu te rends à l'autre. Puis ça a été annoncé de dernière minute, ce qui fait que les gens n'ont pas pu se qualifier. Là, dans ce cas-ci, on a les coups des franches pour longtemps parce que on le sait que les 3 prochaines années, ça va se faire au défi des couleurs en octobre au Mont-Saint-Anne. Puis c'est une belle fierté pour la région. Je veux dire, on le sait qu'à Québec, on a un bassin de trail qui est immense avec les événements qui sont tous proches d'ici, mais là, c'est dur de pas être chauvin quand on voit cette annonce-là. J'ai pris le temps de clarifier l'annonce sur les médias sociaux de Pas sorti du bois parce qu'il y a des gens qui m'écrivaient « Hey, je comprends pas, QMT, défi des couleurs ». Je l'ai expliqué dans l'autre portion. Tout ça est maintenant plus clair, je l'espère, mais au-delà de tout ça, c'est vraiment, vraiment malade de voir que en 2024, 2025, 2026, on a 2 épreuves. Donc, le vertical, le classique up and down au défi des couleurs. Et en 2025 et 2026, on a aussi le championnat canadien de course en sentier sur le format court trail et long trail, donc le 50 et le 80 au QMT. Fait que tout se passe au Mont-Saint-Anne. Les athlètes de l'Ouest qui veulent faire l'équipe canadienne, qui veulent être champions canadiens, il va falloir qu'ils viennent nous visiter, là. Ouais, ça passe par là. Le Mont-Saint-Anne est sa map. Puis je pense qu'il va le rester quand même pour un bon moment. Là. Donc, c'est super cool. Parenthèse avec ce que tu nous jasais, là, je trouve ça super. Je trouve ça génial ce que toi et plusieurs autres médias de trail ont fait de vraiment clarifier les choses. Là. Vous avez fait vraiment un super boulot parce que je pense que c'était important et nécessaire de le faire.
déjà que c'est mélangeant pour les gens qui connaissent le milieu du trail. C'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement toutes les ramifications de tout ça, c'est d'autant plus mélangeant. Donc, c'est bien de savoir séparer les choses et de bien les expliquer. Puis là-dessus, vous avez fait un super boulot. Hein. Ben, on a essayé parce qu'au final, fallait pas que la confusion, c'est parce qu'il y a eu l'annonce du défi des couleurs du QMT, d'Athlétisme Canada. Là, tu essaies de démêler ça. Je veux dire, c'est beaucoup de nouvelles en même temps, mais c'est toutes des maudites bonnes nouvelles. Fait que clarifions le truc, puis après ça, célébrons parce que le Mont-Saint-Anne, comme tu dis, est sur la map, puis tout va se passer ici dans les prochaines années. La dernière question avant qu'on se laisse, Julien, c'est la question qui tue. Toi, là, le 12 et 13 octobre prochain, est-ce que tu cours tes parcours ou tu les supervises? T'es-tu directeur de course? C'est quoi ton rôle, là? Ouais, je vais être co-directeur de course, mais je dis ça avec une voix de déception, mais pas du tout. Là. Je me rends compte que combiner les deux, ça va être absolument impossible. Là. Le défi des couleurs, l'année dernière, c'était 3500 participants. Ah, c'est énorme. Cette année, les projections sont encore en avance sur ce qu'on avait l'an dernier. Donc, on a 11 épreuves, 12 et maintenant 13 épreuves, 12 ou 13 épreuves. Donc, ça va être absolument impossible là, pour moi là, d'être partout à la fois, d'autant plus que je vous l'ai dit pendant le mois qui précède, moi, j'astique mon sentier, puis il va en avoir du sentier à balayer, puis de la job à faire. Il y a des parcours, il y en a un marathon qui s'en va jusqu'au mont, qui s'en va jouer dans le mont Ferréol, plein de secteurs à baliser. Puis je veux vraiment me concentrer pour faire la première édition, que ce soit une réussite, puis tout mettre en œuvre pour que ça puisse se donner. Donc, je vais quand même, je vous promets quand même que je vais essayer d'aller faire un temps référence sur les parcours, là, aller faire un bon contre-la-montre. Là. Les parcours sont déjà dans ma tête, je peux vous faire un petit teaser, sont déjà sur mon Strava. Donc, les segments Strava sont créés. J'ai mis des beaux petits titres funky aussi. Donc, tout est là. Si vous voulez vous essayer, ils existent. Fait que je vais peut-être justement aller voir qu'est-ce que ça fait si je donne tout ce que j'ai sur ce parcours-là avant que mon temps se fasse assurément démolir la couleur au pays. J'adore. C'est vraiment très cool. Félicitations d'avoir eu cette idée-là d'amener ces championnats canadiens-là de vertical et de up and down dans la région. Félicitations au Défi des couleurs qui a sauté sur l'occasion de joindre leurs forces puis d'accueillir ça. Tu le disais, c'est 3500 participants. C'est immense. Ils ont des événements, ils ont des épreuves de 5 à 42 km. Moi, j'ai eu la chance de faire le 42 il y a quelques années puis c'est magnifique. Donc, merci Julien d'être venu nous expliquer comment ça se passe en coulisses, le développement de parcours, puis comment on convainc Athlétisme Canada de débarquer au Mont-Saint-Anne. C'était un très, très beau moment. Ça a été le fun de jaser avec toi. C'est un plaisir, Yannick. Puis c'est vraiment une mission que je me fais là personnellement d'en parler le plus possible de ces nouvelles épreuves-là parce que c'est surtout ça qui a fait défaut au milieu de la course en montagne. L'absence de médiatisation, puis l'ignorance un peu générale de ces épreuves-là, alors que c'est vraiment une discipline incroyable qui peut convenir à plein de types d'athlètes là. Le défi des couleurs, on parle d'inclusivité, mais on parle aussi d'inclusivité dans ces courses en montagne-là. Donc, moi, ce que je veux voir, c'est des athlètes qui sont pas nécessairement issus du trail. Là. C'est des athlètes qui viennent peut-être du monde du ski de fond, qui viennent peut-être du monde du vélo de montagne, notre gang de skimo aussi, là, qui sont des athlètes au cardio incroyable. Donc, pour un parcours comme un vertical qu'on va offrir au Mont-Saint-Anne, je verrais pas pourquoi des athlètes de ces backgrounds-là soient incapables de vraiment shiner sur ces parcours-là. Puis, en route aussi, que tu sois un coureur de route, un coureur de track, un coureur de cross, c'est des parcours qui peuvent être adaptés à tes qualités aussi. Donc, moi, j'invite absolument tout le monde, peu importe ton origine sportive, à venir t'essayer sur ce parcours-là. Moi, j'invite même les gens de ma gang, les mid-packers, les backpackers, les gens qui veulent aller s'amuser puis découvrir ce type d'épreuve-là, ce type de sentier-là qui est un peu différent de ce qu'on est habitué. Puis je pense qu'on va avoir bien du fun au week-end du Défi des couleurs. Donc, merci Julien, ça a été un grand plaisir de te recevoir. Moi, comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire officiel du podcast Noctem Capic. Donc, on les remercie, puis à tout le monde, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.